les gens ils posent des questions, il faudrait répéter les questions. Quand les gens posent des questions, répétez, mais je le fais, je le fais. Apparemment, c'est vous qui n'entendez pas, si je peux me permettre. Tov Boker Tov. On est mardi 25 du mois de mars, le Kav Gimel. Be'adar Bet Be'ezrat Hashem. Pour l'élévation de Max Fredji, Fitoussi Ben Yosef Be'ezrat Hashem, et aussi pour Chaya Myriam, Marjorie Batsara, Mishpachat Zerbi Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Que cette étude les accompagne, et aussi pour tous ceux qui nous regardent. Be'ezrat Hashem, une grande réussite dans tout ce que vous entreprendrez, et surtout votre allié en Israël, le plus vite possible, comme on a l'habitude de le dire dans tous les shiurim. Et pourquoi cela? Et pourquoi il devrait monter d'après vous les gens? Dieu il veut. Il y a plein de religieux qui vont te dire où est-ce que c'est marqué ce que tu dis. On va voir. Ah. Top. Aïm Tsarir. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, un peu de silence, s'il vous plaît, on commence. Masechet Avot. Hier, on a eu un problème technique. D'ailleurs, c'est pour ça que le cours sur Pharaon l'hébreu, on vous avait raté la moitié. Ça dure qu'une demi-heure, alors qu'on a fait comme une heure de cours. Donc, il y a un problème technique. Et c'est donc la première partie n'a pas été enregistrée. La deuxième partie, où on était en plein cours, notre ami Shlomo a remis la machine en route sans même que je ne le sache. Pardon? C'était intéressant sur l'origine de... Ah, mais tout était intéressant, et si j'avais su que c'était enregistré, j'aurais encore plus sachet de secrets sur l'histoire du peuple d'Amalek, puisqu'en réalité, les Uksassim ont créé la terre d'Amalek, qu'on verra dans la paracha de Vayera, où Lot va libérer son neveu, et là-bas on parle de la terre, justement, dans la fameuse guerre de la fin de l'Ech Lecha, plus exactement. Non, c'est Vayera. On parle là-bas de du fameux territoire d'Amalek. Alors Rachid dit sur place, effectivement, qu'Amalek était un peuple qui existera. La Torah, dit Rachid sur place, nous parle de l'Shon Atid, dans le monde futur. Mais il y a un klal qui dit Endavar Yotzemi de Pshuto. Le pshat, c'est le pshat de la Torah. Si elle te parle du territoire d'Amalek, c'est qu'il y avait déjà d'Amalicites. Avant que naisse Amalek lui-même, fils de Timna et d'Eliphaz. Donc c'est un sujet pour lui-même qui côtoie un petit peu l'histoire d'Israël et de notre peuple, à savoir que les Uksassim, justement, dont on a parlé dans le cours sur Pharaon l'hébreu, eh bien, en réalité, avait conquis ce territoire. C'était le territoire des Amalicites au niveau idéologique et non pas au niveau physique, que viendra plus tard par le biais d'Amalek. Mais bon, on fait Pirkei Avot aujourd'hui, hein? Une question. Alors, on dit que le Jourdain, c'est la vallée des Chénites, non? Le Jourdain, c'est la vallée des Shindalet. Et quel rapport avec les Shindalet? Après, on dit il y a Sodome, c'est là-bas. Et on dit... C'est quoi qui dérange? Qu'il y ait des démons partout? Ce qui dérange, c'est la relation à ce qu'on a dit hier par rapport à leur territoire. Parce que normalement, Abbas, il a revendiqué cet endroit-là. Il a revendiqué dans des accords de paix éventuels, mais qui n'aura jamais, ce territoire, il a demandé la vallée du Jourdain. Non, il demande la vallée du Jourdain dans le domaine hystérico-politique parce qu'il y a de l'eau, c'est tout. Le Jourdain représente par rapport à ça? Non, je ne pense pas que ce soit lié à cela et je ne pense pas qu'ils en soient là au niveau de l'histoire. Non. Tov. Aïm Tsarir Kashrut Miochedet les Pitruim Bepessar, ça on l'avait fait hier. Aïm Mutar Lishtamesh Betrufa Shena Kshera le Pessar, on l'avait fait hier. Alors Aïm Tsarir Motzre Cosmetica Ksherim le Pessar, est-ce qu'on a besoin de... Ah, c'est une très bonne question ça. Est-ce qu'on aurait besoin de cosmética, c'est-à-dire de tout ce qui est cosmétique pour le maquillage par exemple? D'accord? Est-ce qu'on aurait besoin qu'il y ait un tampon kasher les Pessar? Rov Motzara Cosmetica Enam Mechilim Chametz. On sait que de façon examinée, la majeure partie des maquillages ne comportent pas de chametz. La majeure partie. D'accord? Ça vient en général des graisses, le rouge à lèvres. Pourquoi il y aurait du chametz sur le rouge à lèvres? Pourquoi est-ce qu'il y aurait du kemach ou un céréal dedans? Tu crois? Pour que ça tienne? Ça coagule? Là, il y a. Et même s'il y avait du chametz dedans, d'accord, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il a été mis avant Pessah, et le goût du chametz, si tu devais le goûter, qui serait dans ces cosmétiques, tu le sentirais pas. Donc de toute façon, il est fait avant Pessah, ouais, parce que pendant Pessah, c'est Kayam a filou d'avoir kol chez tandis que là, c'est avant Pessah, donc il n'y a pas de problème d'avoir du maquillage pour l'instant, comme on a pu le constater. Cacher les Pessah, pas de problème de pas en avoir. Mais la reine yesh la attire les shtamesh baem
af lelo ksherut. Donc on n'a pas de problème de l'utiliser, même s'il n'y a pas de tampon cacher les Pessah sur la cosmétique pendant Pessah, en baiser shum baya. Im yesh chashash, erev me'at, me'ashpaton, ba'ochel yesh la'atir. Même si tu veux dire maintenant qu'il y a quand même l'influence de chametz kol shehu, comme on l'a expliqué, en baiser shum baya. Aïm mutar le'ashir kemach beveto bepessah. Est-ce qu'on a le droit de laisser du kemach, c'est-à-dire de la farine, chez nous à la maison, le mec il a acheté 12 paquets de kemach et puis il pensait les faire avant Pessah, et voici que maintenant il se trouve sans les utiliser. Kemach ragil bezonu dinu ke safek chametz kevan shenotnim al chitim me'at ma'im al menat lerakech otam velachen en le'ashir kemach berchuto bepesach אלא אם כן ימכרנו לנוכרי, ואם ישאיר את הקמח ברשותו ללא מחרון לנוכרי, יש להקל להשתמש בו ואפילו למחר פסח. Alors, cette question-là du fameux kemach, la farine de Pessah, je vous rappelle que les matzot se font avec de la farine. Donc c'est une marloquette à savoir, Bémet, quand est-ce que le kemach, quand est-ce que cette farine devient chametz? Si tu mélanges de l'eau et qu'elle a le temps de gonfler, oui, à partir de ce moment-là, donc ichmitz. Mais si c'est pas le cas, alors zélo ichmitz. Après, il y a une marloquette dans les poskim. Celui qui a de la farine se devra de le vendre par le biais de la rabbanout uniquement arrachée. On n'a pas le droit de faire des ventes soi-même avec un goy, nous-mêmes. C'est-à-dire, je prends un papier, je prends des témoins, voilà, viens ici le goy, je te vends mon chametz. Assour. Passer par le biais de la rabbanout arrachée aujourd'hui. D'accord? On ne peut pas se faire des ventes personnelles, ça veut dire. Ça, c'est petit 1. Petit 2, quand on vient pour vendre ce genre de choses, étant donné que c'est safek chametz, safek lo chametz, ouais. Alors, si maintenant tu ne l'as pas vendu et que c'était dans son cellophane hermétiquement fermé, il y en a qui disent, des poskim qui disent, c'est là, tu peux l'utiliser même si ça n'a pas été vendu après Pessah. Comme c'est dit ici Rav Yosef dans Chazon Ovadia. C'est comme ça. Et là, et s'il a eu son kemar, sa farine, chez lui, il n'a pas vendu un goy, il pourra encore l'utiliser même après Pessah par rapport à ce que nous venons de dire. Même s'il a fait les khatchila, c'est-à-dire il savait que c'était là, il a laissé quand même. S'il suit les mekilim, oui. Aval, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est de le vendre. Mishum safek. Pourquoi? Parce que mettre la mytho, je suis un peu choqué parce que ce issour, c'est un issour de la Torah. Mais safek d'oraita les khumra. Comme on le sait. Un doute sur une situation, c'est de doute. Donc, une situation qui est d'oraita, on est obligé de respecter. On arrête. C'est ça? Zaina. Tavshil. שבומשל קודם פסח בגדרה של חמץ, האם מותר לאוכלו בפסח? Si une personne a préparé tout le repas de Pessah dans un ustensile, dans une marmite, qui n'était pas cachère le Pessah, mais qui était propre, est-ce que j'ai le droit de la manger pendant Pessah? Avant Pessah, oui. Non. Tavshil, Mouchal, Kodem à Pessah. Maintenant, j'ai pris ma marmite. Non. J'ai pris ma marmite qui est Chametz. Tavshil, Mouchal, Kodem Pessah. Bagdera, Shel Chametz. Aïe, Moutar, le Ochlo, Pessah. Est-ce que je pourrais, oui ou non? Ça l'a fait cuire pas 24 heures avant Ça, c'est une histoire de Bassar Vechalal, 24 heures. Non, logiquement non. Sinon, pourquoi est-ce qu'on changerait toute notre vaisselle? Avant Pessah, ça peut être les chichis. Ben, Oui, il est où l'ustensile en lui-même, il n'a pas du chametz. L'ustensile en lui-même, il n'a pas du chametz. C'est une marmite en fer. C'est on fait à gala, justement. Moi, j'ai Donc, posé c'est une fois la problématique. question à Rav Meir. J'ai utilisé involontairement, je ne savais pas, une poêle. Et j'ai fait des œufs. Et ma femme me dit, mais la poêle, elle est chametz. Ah, toi, c'est pendant Pessah, c'est pas pareil. Je demande au Rav, il m'a dit, c'est pas. Donc, toi, c'est pendant Pessah. Pendant Pessah ou avant Pessah? Pendant Pessah. Pendant Pessah, mais en plus, la poêle, elle a un contact direct avec le feu, donc c'est peut-être autre J'ai chose posé encore. dessus, il m'a dit, Pendant c'est Pessah, pas grave, t'as mangé, c'est pas grave. Ah, tu as mangé, ouais. Toi, t'es venu, tu viens vas voir après, qu'est-ce que je fais? Je vomis ou quoi? C'est ça la question. On laisse tomber la question qu'il a posée. Alors, maintenant, sachez. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est important de le savoir. La référence, bien entendu, c'est Chavé Darat. Si, involontairement, j'insiste sur le mot involontairement parce qu'il y a une marloquette ici à Ashdod avec d'autres rabbins qui disaient que c'était volontaire et pouvaient le faire aussi. C'est lo nachon. Et lo nachon. Lo nachon. Il y a un chant. Il y a un chant. C'est bien. Il y a une chatte enceinte qui vient d'arriver dans. C'est normal, c'est la parchat Tazria. Bien. Si une personne a utilisé une marmite pour cuire sans faire exprès tout le repas, que tu sois là, c'est une chose, mais que tu nous casses les pieds, c'est autre chose. Si une personne a utilisé une. Tu veux quelque chose?
ouais, peut-être que tu lui donnes quelque chose pour le faire sortir, mais tu lui donnes pas dehors, parce qu'après, il va venir ici, parce que les chats, c'est très intelligent. Quand tu leur donnes une fois à bouffer, ils reconnaissent l'adresse. Voilà, ouais, mais tu lui donnes de l'autre côté. C'est bon. Bien. Résultat des courses, si on a pris cette situation en main, d'avoir pris une gdera, c'est-à-dire une marmite, dans laquelle la personne, par inadvertance, aurait cuit dedans toute la nourriture de Pessah. Bien entendu, cette marmite était propre, et étant donné que c'est avant Pessah, Batel Beshishim. C'est évident que c'est Batel Beshishim, parce qu'on est avant Pessah. Avant Pessah, il y a Batel Beshishim. C'est Oreno Choser. Donc, mais les élo Choser. C'était pendant Pessah, c'est une autre situation. Shimsham, s'il te plaît. C'est ma frière à la c'est ma frière à la לכן וזה כל העניין. Pourquoi ça ne marcherait pas אבל pendant Pessah, c'est בעיה. Quoi? Pourquoi ça ne marcherait pas les papiers-là? Parce Si on n'a pas utilisé la marmite pendant 24 heures. Parce que le Batel Beshishim n'existe pas Bemizid. Quelqu'un qui prend, alors dans ce cas-là, tu sais ce que tu es en train de me dire? Le mec, il a une marmite pleine de viande, il va mettre exactement la quantité de lait qu'il voudrait dedans pour changer un peu le goût, mais il va s'arranger pour qu'il y ait Batel Beshishim. Batel Beshishim ne marche que quand c'est Beshogeg, pas Bemizid. Quand c'est pas fait exprès. Mais si c'est fait exprès, il n'y a pas de Batel Beshishim, c'est assourd. On a dit une fois qu'on rajoutait des poulets, etc. Non, ça n'a rien à voir. Là, vous confondez tout. Le poulet et le poulet et le lait, c'est un issour des Rabbanan. La viande rouge et le lait, c'est un issour de la Torah. Donc, si maintenant, dans ma marmite de poulet, c'est renversé par inadvertance du lait, et qu'il n'y a pas Batel Beshishim, dans ce cas-là, c'est-à-dire que si maintenant j'ai comptabilisé le nombre de cuisses de poulet que j'avais dedans, et que de l'autre côté, je me retrouverai avec la quantité de lait qui n'est pas Batel Beshishim, j'aurai le droit de rajouter des cuisses de poulet pour arriver à Batel Beshishim, parce que c'est un issour des Rabbanan. Aval, dans le sens contraire, non, des écoles à Inan. Moi, je propose que comme elle ne nous dérange pas, on ne perd pas de temps avec le poulet, avec le chat. Voilà. Donc, oui, si une personne a utilisé par inadvertance sa marmite qui était chametz, a fait sans faire exprès, je dis bien sans faire exprès, cuire dedans tout son repas de Pessah, il pourra malgré tout le consommer pendant Pessah. C'est là. Attention, les Ashkenazim, Noagim le Achmir Beze Bepessah. Si ça s'est passé avant l'entrée. Bevadaï, avant. Pendant, de toute façon, son chametz qui est dans la marmite a été vendu, donc il n'a même pas le droit de la sortir de sa place, il n'a pas le droit de la toucher. C'est là. Aïmoutar, les Hachen, cigarettes, Vli, Hersher, Bepessah. Aurions-nous le droit de fumer des cigarettes qui n'ont pas de Hersher pendant Pessah? Moutar, les Hachen, et kol suga cigarettes Bepessah, afalpi, she'en la em Hersher klal. J'aime bien comment il répond ici. Alors ça contredira un petit peu le Rav Aboudboul, le gendre du Rav Ovadia Yosef, qui a dit que seules quelques cigarettes sont permises pendant Pessah, puisqu'il y a, comment dire, du kémar, de l'amidon à l'intérieur des cigarettes. En tout cas, ici, dans Yechavé Da'at, Chelek Bet, Alakha Samech Aleph, ou page Samech Aleph 61, le Rav Ovadia écrit Moutar la chaîne Kol Suga cigarette de Pessah, on peut fumer absolument toutes les cigarettes pendant Pessah. Je suis un petit peu contrarié d'entendre qu'au nom du Rav Ovadia Yosef sur plusieurs halakhot différentes, alors que Baruch Hashem, quand on les regarde de nous-mêmes, il n'y a pas tellement de mahloket dessus. Rav Ovadia, c'est ce qu'il dit. Bien. Mais attends, on a le droit de faire de la matzah pendant Pessah. Oui, pourquoi pas. Donc on utilise la farine. Et où est le problème? Ce mélange d'eau, farine. Oui, mais c'est pas cuit à plus de 18 minutes, c'est-à-dire que c'est pas élevé, c'est pas levé. Après, il y aurait une interdiction de garder de la farine chez nous. Mais quel rapport? Non, de faire de la cuisson. Mais tu prends de la matzine. Mais non, mais là, parce que tu prends de la matzah, qui est de la farine de matzah, parce que tu es pendant Pessah. Et là-bas, il y a une ashgacha pratique sur le sujet. Avant. Mais on peut faire, oui, des matzahs, bien sûr. Mais quel plus de matzah, comment ils faisaient avant? Ils faisaient comme ça. Le mieux, c'est de les faire, bien entendu, avant Pessah. Toutes les matzahs doivent être faites. Les 18 minutes, bon, bah, Le lachmitz. Non, c'est quoi là? tu as raté ta... Nous commençons Masechet Avot. de fabriquer de la matzah pendant Pessah. Elle est fabriquée avant. Elle est toujours fabriquée avant. Toujours fabriquée avant. On les gâteaux pendant Pessah. Mais c'est de la matzah? Non. Pendant Pessah, c'est du kemach kasher, les Pessah. De peur que. La question, c'est de peur que. C'est tout. Les robinets. À Paris, ils fermaient tous les robinets des restaurants à l'époque. Quand ils faisaient les gâteaux, par exemple. Mais tous les robinets, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui tombe sur la farine.
Oui. C'est du jus d'orange. Oui, mais la matzah qu'on fait pendant Pessah, c'est la matzah qui est de la farine cachère de Pessah. Ouais. Si c'est pas dans Pessah. C'est ça? C'est qu'on a une. Top. Rabotai, nous sommes arrivés à la Mishnah Yudzaïn du premier pérec de Maseret Avot, Shimon Beno. Donc on parle de Shimon Azaken, qui a eu un fils qui s'appelait Rabbi Shimon Ben Gamiel. Shimon Beno, Kol Yamai, il dit comme ça, Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim, Velo Matzati la Gouf Tov et la Shtika. Toute ma vie durant, j'étais parmi les sages et je n'ai pas trouvé de mieux pour mon corps que le silence. Velo Midrash Hu Aikar, ce n'est pas le Midrash le principal, et là, Maaseh, si ce n'est que l'action elle-même. Et toute chose qui se multiplie, de quoi est-ce qu'on parle, on va l'expliquer bien entendu, provoque la faute. Asbon et Rabbi Echad. Omar le Noarav, Shimon Ben Rabban Shimon Ben Gamiel, fils de Gamiel. Kol Yamai, toute ma vie. Kol Yamai. Gadalti Ben Achachamim, je n'ai fréquenté que des Chachamim. Et pourquoi est-ce qu'on a fréquenté que des Chachamim? Parce que quand on veut une bonne influence, on fréquente que des gens qui ont de l'Aïrat Shamaïm. Tu fréquentes des voyous, tu deviens voyou. Tu fréquentes des Talmid des Chachamim, tu deviens Talmid Chacham toi-même, car leur action, leur parole, leur conduite est une halakha vivante. Et l'homme atzati la gouf, tov et la shtika. Et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voyons d'abord la première explication au nom des sages. Tov mishetika. Il y en a qui disent Tov mishetika. Il n'y a pas mieux que le silence lui-même. Comme c'est marqué dans Psachim à la page 99 à Moudbet, il y a marqué là-bas, il y a fait shtika la chachamim. Les sages, c'est bon pour eux le silence. Ma kavana. Kal vachomer la tipshim. Si les sages ont dit pour eux que le silence est d'or, alors à plus forte raison pour les gens qui sont idiots. Si les sages estiment que le silence est très bien pour eux, à plus forte raison ceux qui n'ont pas de Torah, combien eux feraient mieux de se taire dans la vie. Sheneemar, gam evil maharish chacham yarshav. Par contre, celui qui passe son temps à trop parler sur terre, et donc il répond même avant d'avoir réfléchi, ou même bichlal, quand la majeure partie des gens, ils n'ont même pas compris la question, qui veulent déjà répondre. Mais attends, t'as pas compris la question, t'as pas compris le problème. Le mec, il a beau expliquer, attends, 2 secondes, je t'explique, il y a un truc, non, mais je sais ce que tu veux me dire. Mais attends, c'est pas ce que je veux te dire, attends. Il est considéré comme un idiot celui-là, et l'eau par contre de l'Oyeter, comme le dit Rashi. Comme déjà nous l'ont enseigné là-bas, celui qui se tient, sa bouche, se tient éloigné de tous les malheurs de ce monde. De là, sachez que la majeure partie des malheurs qui viennent dans ce monde vient de la parole. D'accord? J'étais assis récemment avec une personne qui a dit, sans rentrer dans les détails du mal d'un grand rave. On parlait comme ça, il me dit, par rapport à un problème politique, il me dit, ce rave-là, de toute façon, c'est un ceci et cela. Bon. Je l'ai arrêté net, je lui dis, d'abord, je ne reçois pas ce que tu viens de dire. Deuxièmement, tu ne peux pas savoir combien tu viens de perdre à l'instant. Tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce que tu ne vois pas à cause de ton ignorance, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Tu ne te rends pas compte. Parce que ta parole a été gratuite. Une fois que tu l'as dit, ça fait quoi? Je ne le reçois pas, tu l'as dit donc tout seul. Mais de l'autre côté, pour le payer, c'est une éternité de souffrance. C'est ça le Lachon Hara. C'est ça le problème de ce monde. Sur un rave ou sur n'importe qui, je veux dire, c'est au même titre. Pas du tout. Pas du tout. De dire du mal d'un juif, c'est puni très sévèrement. De dire du mal du Rav Ovadia Yosef, c'est puni à l'infini. Pourquoi? La seule différence, je vais te dire où elle est. Si tu dis du mal d'un juif et qu'il te pardonne, Dieu ne se mêle pas. Il t'a pardonné. Si tu dis du mal d'un arabe et qu'il te pardonne, Dieu ne pardonne pas non plus. Il ne faut pas toucher à ses bijoux. Il ne faut pas toucher au diamant d'Hachem. C'est des paroles gratuites. De parler du mal des Talmidei Chachamim, ce sont des paroles non seulement qui n'engendrent rien de positif, mais c'est exactement comme appuyer sur une bombe atomique. Pour lancer une bombe atomique, c'est rien d'autre que l'index et un bouton. Tu appuies, ça explose. Ça part et c'est part. Uniquement. Vous avez vu comment ça se passe? 2 clés de chaque côté, tu enfonces le bouton, puis c'est tout. J'ai rien fait de mal, je suis dans une pièce. Je vois rien. De l'autre côté, il y a quelque chose qui va partir vers une direction précise et qui va provoquer des milliers de morts. La parole, c'est exactement la même chose. On est dans une pièce, on parle. Il n'y a rien de mal. J'appuie avec ma langue. Pourquoi ma langue? Parce que ma langue étant un muscle, elle ne se fatigue jamais. C'est pour ça que
l'effort le plus difficile à faire, c'est de retenir sa langue, car la langue aime bouger, elle aime le muscle, il a besoin d'exister constamment. Alors ça, c'est un challenge pour un homme d'apprendre à se taire. Alors quand tu parles des Chachamim, tu viens de t'envoyer une bombe dans ton propre pays. Parce que pour comprendre et juger un rave, il faut avoir compris ce que lui a déjà compris. Tu n'es même pas digne d'être la poussière sous ses pieds dans le monde futur, si Bichlal tu y rentreras, et en plus tu parles de lui. Mon Dieu. Mon Dieu, si les gens savaient ce qui les attend de parler des rabbanim, ils feraient le Tanit Dibour toute leur vie, je vous l'affirme. S'ils savaient ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'ils viennent d'envoyer dans l'autre monde, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils partent de ce monde, ils disent hey, Dieu, je suis juif, le monde futur, il est où? Il est là-bas. Mais non, mais ça, c'est un désert là-bas, c'est une ruine, c'est quoi tout ça? Et c'est ta parole. Juste ta parole. Tu t'es envoyé toi-même une bombe atomique dans ton monde. Vas-y, mais c'est désertique, c'est pourri, il n'y a plus rien, c'est une ruine, tout mon monde futur est mort. Il est sombre, il est plein de maladies. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas moi qui ai envoyé la bombe là-bas. Tu as parlé du Ravintel et du Ravintel. Tout ça, ça va exploser le monde futur d'une personne. Est-ce que c'est de la shonara quand on dit par exemple, moi je ne mange pas à l'ashgacha de tel rave ou tel rave? Est-ce que c'est... Non, tu peux dire je ne mange pas. Ça peut être du avec la shonara si tu commences à dire ah non, surtout pas, je mange pas de ça. Ah voilà. Ça devient non. Mais en général, on ne parle pas comme ça. Quand on a un ben Torah, par exemple, il y a du marfoud et il y a du atara. D'accord? Je prends deux cacheroutes en Israël, qui sont au summum de la pyramide pour le monde orthodoxe. D'accord? Ou chérit Israël, pour certains. On ne dit pas ah non, je ne mange pas. On dit je ne mange que. Ah voilà. C'est-à-dire, faire attention parce qu'il y a du avec la shonara malgré tout. Si tu manges que du atara et que tu ne veux pas manger du marfoud, tu dis pas ah, non, moi je mange pas marfoud. Hein. Moi je mange que atara. Hein. C'est pas la peine de le dire. Sinon, j'ai l'habitude de manger que atara. Tu ne salis pas du tout l'autre. C'est tout. C'est comme ça qu'on parle. Mais inversement. Ou inversement, bien sûr. Les grands rabbinim aujourd'hui, de plus en plus, s'impliquent dans la politique. Elle est où la limite? La limite entre la frontière entre le lachon hara et l'esprit critique qu'on a le droit d'avoir vis-à-vis de décisions politiques que peuvent prendre des grands de la Torah. Parce qu'à un moment où ils se mettent en politique, ils s'ouvrent à une certaine critique également. Elle est où la frontière entre une critique qui n'est pas du lachon hara, ou bien toute critique est forcément de leur politique ou de leur décision politique est du lachon hara? C'est justement pour cela que le verset de si ton drap te dit que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche c'est ta droite, que tu dois te taire et le suivre. C'est parce que les rabbinim les plus intelligents de cette génération qui ont osé mettre, comme le Rav Shach qui a créé le mouvement Chasse, et le Rav Ovadia Yosef qui a pris l'étendard par la suite et qui en a pris plein la tête, le pauvre, avec l'ignorance des gens qui ont osé le juger lui-même, sont arrivés à une situation où ils ont été piégés dans le piège le plus terrible du parler du mal d'un Rav. Si par exemple tu estimes que le Rav un tel, grand posek halacha, décide qu'on vote pour telle personne, ça ne te convient pas, ne le critique pas, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Toi, tu estimes que tu sais mieux que lui. Mais critiquer Netanyahou, ou critiquer un autre, vous comprenez? À partir du moment où ce sont des gens qui luttent contre la Torah, à partir du moment où ce sont des gens qui luttent contre la Torah, qui nous font sortir le contexte de notre Sainte Torah dans la terre d'Israël, parce qu'on n'est pas venu aux États-Unis ici, on n'est pas venu en France, on est en Israël, le pays des Juifs, le pays donc qui dit Juif dit Torah, qui dit Torah dit Mitzvot, qui dit Mitzvot dit Créateur du monde. Donc automatiquement nous arrivons à cette situation de face à des gens, on ne sait pas si Bichlal, on parle de Juifs ou de Erev Rav, on ne sait même plus de qui on parle, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est notre ennemi. D'accord? Ce que les Yévanim, ce que les Grecs ou les Romains nous ont fait, comme c'est marqué dans Masechet Meïla, à la page 17 à Moudalef, aujourd'hui, c'est les propres gouvernements qui nous le font. Comme a dit hier un touriste, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ça, un touriste du Canada donc, qui vient hier, oui, je vous ai parlé de ça hier soir, et qui me dit, mais attends, au Canada, avec ma kippa, là-haut, dans mon quartier où je vis, t'es juif, on te shalom, ici, on te regarde, t'es un extraterrestre, quoi, t'as une kippa, t'es fou, quoi. Donc les gens, on a presque honte d'être religieux dans certains quartiers ou dans certaines villes ici, c'est quand même dramatique. Alors oui, on a le droit de les critiquer parce qu'ils ont un digne de Kofrim, Batora, ils ont un digne de Messite. On incite le peuple à tromper une certaine facette de l'histoire. Moi, je vois pas l'intérêt de critiquer Bibi Netanyahou ou de critiquer l'un ou l'autre. Je vois pas l'intérêt. Moi, je pense qu'on doit se remettre en question et c'est plus constructif. Maintenant, si les grands d'Israël, comme le Rav Ovadia Yosef qui avait maudit carrément telle personne, lui peut le faire, faut le savoir, et toi, la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de te la fermer. Pas toi, en face de chien, je parle de façon générale. Les gens sont très ignorants, très très crétins par leur ignorance. Ils se permettent de dire comment un Rav peut maudire un juif. Mais de quoi tu parles?
Si tu étudies le Talmud, tu verras que la majeure partie des Tanaïm, ils ne savent même pas de quoi on parle. Un Rav d'un tel niveau a le droit de. Effectivement. Toi, non. Lui, oui. C'est la différence. Tout comme un président, lui, va être accompagné avec 4 motards devant, 4 motards derrière. Toi, non. Tu vois, c'est une différence. Un président, c'est pas un citoyen comme les autres. Eh bien, un grand Rav, c'est pas un citoyen comme les autres. C'est comme le hétrog qui est en face des 3 autres espèces attachées pendant l'herbat minim de Sukkot. Tu as le hétrog qui fait partie du peuple, mais il est quand même en face du peuple, comme le demande la halakha selon Ben Ishraï. Bien, je voudrais continuer ici. Ce qu'il faudrait savoir, Yoël, juste pour finir avec cette parenthèse pour moi importante, c'est que tu le dis pour te vider, la personne, pas toi, je parle de la personne qui va critiquer les autres. Est-ce que tu critiques pour construire ou est-ce que tu critiques parce que ça te fait du bien? C'est la question qu'on devrait se poser. Je vous avais expliqué la dernière fois que le proverbe qui dit « Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de répondre à une question », ça correspondait aux 7 sphirot, 7 Giborat Tiferet Netzar Yesod Malchut. Est-ce qu'avant de parler, tu vas construire quelque chose ou détruire quelque chose? Par exemple, de dire à une personne, de toute façon, celui-là, c'est un vrai imbécile. Allez, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as fait en disant ça? Est-ce que tu as construit quelque chose? Est-ce que c'était quoi le but? C'était vider un air? Donc tu as fait un péché. Si la critique que tu vas avoir vis-à-vis d'autrui est une critique constructive, alors oui, ça vaut le coup. Mais si la critique que nous faisons ne construit rien, tu peux être certain que c'était le mal. Et ça, c'est ce qu'on verra dans une des Mishnayot, qui est la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, où là-bas il est marqué mitzvah goreret mitzvah. Et une mitzvah engendre une mitzvah. Mais une avera engendrera une avera. Ce qui fait que si ma critique, que je vis comme une mitzvah, va engendrer l'amélioration de l'autre, donc j'ai fait une autre mitzvah, tu peux être certain que la première chose était donc une mitzvah. Mais si ma critique va engendrer le désarroi, la haine, le lachon hara, donc ça veut dire que mon action aussi était une action qui était une avera. Et le mot avera, si vous regardez bien l'étymologie, comment il s'écrit, d'accord, en hébreu, veut dire passer au-dessus de Dieu. Avar Hashem. Avera, j'ai outrepassé les lois. Donc, im avarti alma shebikesh Hashem, si j'ai, en d'autres termes, dépassé les limites, c'est que je vais contre la volonté d'Hachem. Moi, je pense que le mieux, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est mon opinion aujourd'hui, hein, comme l'opinion de bien des gens. Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est de ne parler de personne, de laisser les grands, ceux qui sont des aigles, ceux qui voient de très haut l'histoire, contrairement à nous qui sommes pieds sur terre, complètement enfuis dans la matière, de les laisser eux nous guider, de se soumettre à leur volonté, ou si ce n'est pas le cas, de ne pas se soumettre, si les gens ne le veulent pas, pour X raison, parce que l'autre ave ne dit pas comme le premier ave. Mais il y a une chose de sûre, c'est que dans tous les cas, il ferait mieux de se taire. Comme le dit ici la Mishnah, si le silence est d'or pour les Chachamim, à plus forte raison,